Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de notre séminaire Les bibliothèques en temps de crise et tout particulièrement en temps de Covid-19. Alors pour ceux qui suivent un peu les vidéos, en vérité je l'enregistre en juin parce que j'ai eu des problèmes d'ordinateur, mais voilà, c'était pour que tout le monde ait accès à la vidéo ou au texte, quelles que soient nos conditions d'accès. Alors le troisième épisode du séminaire était consacré à la question suivante. C'est-à-dire comment, pendant cette crise, rendre véritablement service à tous, sans laisser sur le bord de la route une partie de la population. Pendant les 2 premiers ateliers, on a travaillé avec les participants, et plutôt ceux-ci ont largement, en gros, fait part de leur inquiétude concernant les fractures sociales. C'est quelque chose qui est souvent revenu dans les échanges. Et notamment, une inquiétude qui est ressortie assez fortement, c'est celle qui exclut l'inquiétude en fait de voir l'exclusion d'une partie des usagers qui n'auraient pas accès à du matériel ou à des compétences numériques. Voilà. Alors, d'abord à noter qu'il serait à mon sens erroné de penser que cette question concerne un type de bibliothèque plutôt qu'une autre. Chaque bibliothèque ou centre de documentation a ses services et ses fonds pour répondre à ces enjeux à sa façon. La question pour moi, elle serait plutôt de savoir si la question de l'exclusion est considérée comme faisant partie du rôle des bibliothèques ou si elle est un contexte à prendre en compte quand nous mettons en place un service pour nous assurer en fait, tout simplement de l'usage le plus étendu possible de celui-ci. Quand je me pose cette question, en fait, ça revient à demander si la bibliothèque a un rôle social ou si elle doit avoir une attention particulière aux questions sociales. Pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup de difficultés avec cette idée de rôle social, et étonnamment beaucoup moins avec celle de rôle politique. Parce que j'y vois la porte ouverte à des missions qui échouent aux bibliothèques, si vous voulez, parce qu'aucune autre institution n'a le même souci de l'accompagnement, déjà, ou alors j'y vois aussi la porte ouverte à la célébration de compétences qui, pour utiles qu'elles soient, ne relèvent pas, à mon avis, de notre champ d'expertise. En revanche, s'intéresser aux questions sociales dans la manière dont nous mettons en place un service, pour être pleinement un service public, me paraît absolument essentiel. Alors, peut-être du coup, il faut qu'on travaille sur cette question de la question sociale. Voilà. La première question sociale, puisque c'est le mot que j'ai utilisé, serait peut-être de définir ce qu'est l'exclusion et ce qui catégorise une personne comme exclue. On pourrait définir assez basiquement que la personne exclue est en marge d'un groupe. Voilà. Alors, ça ne dit rien de ce qui est exclu. On ne sait pas si c'est la personne elle-même qui s'est mise à part, si d'ailleurs le groupe est-il souhaitable, est-ce que c'est le groupe qui a exclu la personne, selon quels critères de jugement de l'appartenance au groupe, et à moins qu'il y ait des conditions plus générales qui permettent au groupe alors à moins qu'il y ait des conditions plus générales qui permettent aux individus, si vous voulez, dans le groupe de rester dans le groupe, et peut-être que c'est la perte de ces conditions qui fait que le groupe devient inaccessible. Enfin, tout ça, on ne sait pas en fait. En gros, ce que je veux vous dire par là, c'est que la notion d'exclusion, elle ne nous dit rien. Enfin, rien en fait du besoin des personnes et de leur vulnérabilité. On ne sait pas. Pourquoi est-ce que je parle de vulnérabilité ? Parce que ce qui me semble bien plus évident à lire en contre-champ de la notion d'exclusion, c'est l'inquiétude que nous pouvons avoir des personnes et de leurs besoins, quelle que soit leur situation d'exclusion, qu'elle soit volontaire, subie, physique, morale, importante, légère, etc. Plutôt que de se focaliser sur l'exclusion, il me semble donc que de se focaliser sur le souci et la compassion. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai lu un très bon article, interview de Juliette Ferry-Danini, qui est docteure en philosophie, qui est spécialiste de la philosophie de la médecine, et dans lequel elle distingue entre l'empathie et la compassion. Voilà. Je vous invite à lire cet article qui est tout à fait passionnant et dont vous trouverez le lien d'ailleurs dans le LibGuide du séminaire. Et donc je disais, il faudrait peut-être plutôt se focaliser sur ce souci et cette compassion qui nous permettent peut-être davantage de définir ce qui a besoin, d'accord ? Et avec quels différents niveaux de besoin d'attention en vérité. Alors justement dans l'éthique du care, puisqu'en fait c'est clairement à cela que je fais référence, la première dimension et phase de cette éthique repose sur la notion de caring about, qui est le fait de se soucier de quelqu'un ou de quelque chose. Le souci de l'autre, là, c'est la reconnaissance de sa vulnérabilité. Mais alors, contrairement à la notion d'exclusion, et c'est ce que je trouve vraiment intéressant, il n'y a pas les vulnérables et les non vulnérables, voire les invulnérables. Non, on est tous vulnérables, nous sommes tous vulnérables. Il ne s'agit pas de relativiser, loin de là. Il ne s'agit pas de nier des vulnérabilités pour minimiser la situation des uns ou victimiser les autres. Il n'y a rien de pire, à mon sens,
que le discours qui viserait à dire que la vie n'est facile pour personne, nous souffrons tous, etc. etc. Ce type de discours, en général, conduit à une seule chose, à dire que chacun se débrouille. Alors non, 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 il ne s'agit pas du tout de dire que le besoin de soins est absolument partagé. Non, il ne s'agit pas du tout de dire que les besoins sont absolument partagés et point. Non, il s'agit de dire que si le besoin de soins est absolument partagé, il n'empêche que certaines personnes ont les moyens de faire prendre en charge leurs soins quand d'autres ne l'ont pas. Alors John Tranto, qui est à l'origine de l'éthique du care politique, dit qu'en fait, il n'y a pas de différence entre ceux qui ont besoin de soins et les autres, mais, et je cite, qu'il y a une différence de continuum entre des degrés de care dont chacun a besoin. Fin de la citation. Et ça me paraît important, en fait, pour que quand on développe un service, notamment en bibliothèque, on puisse se demander non pas qui a les moyens de l'utiliser, exclusion, inclusion, mais comment accompagner les différentes vulnérabilités face à ce service. En d'autres termes, on voudrait proposer un service pour tous, ce sera d'abord peut-être de travailler sur ce continuum de vulnérabilité et définir en fonction de ce continuum les besoins de service. En d'autres termes, en fait, il s'agit de nous demander qui a besoin de nous et à quel niveau, de sorte qu'on puisse définir non seulement un service, mais encore son adaptation à un cadre spécifique, et en l'occurrence pour nous, celui du confinement par exemple. Pour tous les services numériques, par exemple, il y a une vulnérabilité qui sera celle de ne pas avoir accès aux services en raison de l'équipement ou des compétences. Mais il y a une autre vulnérabilité qui sera celle de l'addiction aux écrans. Ou un autre, le resserrement de la vie sociale autour de la vie sociale numérique, et etc., etc. Penser ces vulnérabilités, ça nous permet de nous demander si le service doit être numérique ou pas. Et s'il l'est, comment on y développe ce dont nous parlions au dernier épisode, c'est-à-dire une hospitalité numérique. Ou alors comment ça peut intégrer des dimensions de routine et de rythme, et etc., etc. Alors ce souci, cette compassion, me semble nous permettre de sortir d'un cadre d'analyse de l'exclusion qui se contenterait trop rapidement en fait, de chercher les conditions pour faire revenir les individus dans le groupe. En fait, ça distinguerait entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Alors, je donne un exemple simple. Est-ce qu'il suffit de fournir tout le monde en ordinateur pour casser la fracture numérique? Est-ce qu'il ne faut pas, en plus de ce souci matériel, y adjoindre d'autres attentions? Comme par exemple le fait de ne pas dématérialiser toutes les procédures publiques, comme le fait de valoriser des solidarités autour du numérique qui se mettent en place dans des voisinages, etc., etc. Et en disant ça, je ne cherche pas à rejeter toute action de solidarité de la bibliothèque, au contraire, mais à repositionner cette solidarité dans le champ politique. Il me semble que cette idée du rapport entre le groupe social et la personne exclue est une des définitions de la notion de sociabilité dont on s'inquiète beaucoup de la disparition aujourd'hui. On dirait qu'au fond, notre société ne serait plus ou ne parvient toujours pas à assurer un véritable sentiment de fraternité entre ses membres. Ce sentiment de fraternité qui permettrait, si vous voulez, à chacun de pouvoir être porté et accompagné par le groupe quand il en a le besoin. Enfin, tout le temps en vérité, et notamment quand il en a le besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, notre société, ce serait celle d'un groupe social qui, aujourd'hui, ne serait plus capable de parvenir à inclure ceux et celles dont les parcours de vie sont retrouvés hors du groupe et qui peinent à le rejoindre. Cette vision de la sociabilité, c'est une vision très durkheimienne. Elle est sous-entendue dans l'idée de république sociale, telle qu'elle est inscrite dans la Constitution française, ou dans l'idée de démocratie sociale aussi. Cette notion, elle signifie que le groupe social uni par la démocratie ne peut supporter l'exclusion de ses membres et doit donc mettre en œuvre des actions pour soutenir les individus et leur permettre de réintégrer le groupe social. Alors ces actions, on a pu le connaître en bibliothèque, enfin en général d'ailleurs dans la société, comme le développement de la sécurité sociale, les allocations familiales, etc. En d'autres termes, c'est l'aide sociale. Mais pour ça, il faut des institutions, d'accord, qui vont pouvoir faire du social. Les bibliothèques, comme j'avais commencé à le dire, se sont saisies aussi de ces problèmes d'exclusion. D'abord par la lutte contre l'illettrisme, par exemple, le développement de l'auto-formation, les formations aux compétences numériques, d'accord? Tout ça, ce sont des actions qui finalement positionnaient la bibliothèque comme un point relais, d'accord? Dans ce qu'on pourrait dire la recherche de réintégration par le travail. Le développement de la dématérialisation des services publics, qui connaît un pic depuis 2017 en France, a déplacé l'action de la bibliothèque dans la formation aux compétences numériques. Non plus comme des compétences pour alimenter des CV, mais comme des compétences qui pourraient permettre de bénéficier de l'aide sociale, à laquelle notre République sociale s'engage.
Alors ces démarches qui tournent autour de la notion de solidarité sont absolument et évidemment utiles et légitimes. Et je suis très fière de travailler pour une institution qui a cette idée de l'action sociale et solidaire en point de mire. Et cependant, je crains que si nous en restions là, si nous nous contentons de penser notre rôle social uniquement de ce point de vue, alors on risque de dresser, si vous voulez, le portrait d'une institution publique culturelle qui est une sorte de pivot. Vous savez, un bras mécanique qui fait basculer les individus de leur état d'exclusion vers le groupe social. Et qui, faisant cela, en fait, participe, si vous voulez, à la délimitation des contours de cette exclusion. Puisque, en gros, ce qui n'est pas dedans est forcément dehors. Je vois là un modèle de bibliothèque qui est assez peu critique, en fait, et qui prend comme définition de l'exclusion toute condition de vie qui serait en marge des conditions de vie de ceux qui représentent le groupe social témoin, si vous voulez, ce groupe social dont on estime qu'il est l'étalon et la mesure d'une condition de vie considérée comme bonne et de qualité. Voilà. Une telle vision ne tient absolument pas compte des capacités des individus, non seulement à ne pas avoir besoin du groupe étalon pour avoir conscience de leur situation, mais encore de leur propre capacité à trouver des solutions à leur situation. Et en disant cela, je ne cherche pas à nier les dominations, bien au contraire, mais à dire que l'émancipation ne se gagne pas qu'en rejoignant le groupe étalon, et notamment sur le plan culturel. Ceux qui s'intéressent à la sociologie et à la philosophie liront entre ces lignes tout l'intérêt que je porte à la fois à la sociologie pragmatique de la critique de Boltanski et à la philosophie de l'émancipation de Jacques Rancière. Et plus encore en disant cela, ce que je propose que la bibliothèque, en plus d'avoir le souci des personnes, intègre aussi une autre dimension du care, à savoir celle du care receiving, c'est-à-dire de la place donnée aux personnes qui sont l'objet du soin. Alors, cette implication des personnes, qu'on va retrouver dans la notion d'inclusion, dont on parle beaucoup en bibliothèque, implique que non seulement les personnes soient en mesure de dire si le service proposé répond bien à leur situation de vulnérabilité, ça c'est la partie évaluation, je dirais, mais encore qu'elles participent à la définition du soin proposé. Et là, on est dans la participation. Enfin, qu'elles puissent être entendues sur la valeur des solutions qu'elles ont elles-mêmes pensées et construites pour faire face à leur situation de vulnérabilité. Et là, on est dans l'émancipation. Alors, par ailleurs, il me semble qu'en nous appuyant sur cette idée de souci et de soin, on peut aussi resserrer notre action autour de nos expertises. Il y a dans le care une phase liée au caregiving, qui est l'acte de soigner, de donner des soins, et qui est finalement tout ce qui est englobé par le travail concret autour du soin. En d'autres termes, les compétences. On peut y voir là deux injonctions. La première, à agir en fonction de nos compétences, plutôt qu'à chercher à agir via le champ de compétences qui ne sont pas les nôtres. La seconde, c'est que l'acte n'est jamais uniquement technique. Il englobe aussi un engagement dans le développement de compétences et de connaissances qui vont après permettre de donner soin. En d'autres termes, les équipes sont-elles formées pour donner ce soin? Sont-elles en mesure de rendre ce bon soin? Et est-ce que la bibliothèque s'est engagée dans le fait que ces équipes soient formées pour donner ce soin? Sans cet engagement dans les compétences, le risque de donner un mauvais soin est grand. Dans notre cas, le développement, si vous voulez, spontané du numérique pendant le confinement ne peut que nous amener à nous demander si les équipes sont préparées. Est-ce qu'elles sont en mesure d'exercer une compétence de sorte de rendre le service adapté à la situation de besoin que nous vivons? Alors toujours en suivant l'éthique du care, on voit émerger un autre point d'attention, le dernier, qui est celui du caring for. Si vous voulez, on peut traduire ça par le fait d'assumer de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. C'est la question de la responsabilité. Pour l'illustrer, je voudrais vous parler d'une autre définition que nous pouvons avoir de la sociabilité. On pourrait l'entendre non plus comme la force qui maintient le groupe social comme groupe, comme on a parlé précédemment, mais comme l'action individuelle d'interagir avec d'autres. L'action qui permet à chacun de définir sa place dans le groupe et donc possiblement de participer, si vous voulez, à la définition des principes et des valeurs du groupe. Cette approche-là de la sociabilité, c'est plutôt celle de Simmel. Il nous faudrait donc trouver des lieux et des temps dans lesquels les individus pourront interagir avec d'autres individus et gagner là en reconnaissance et dans ce qu'on appelle aussi par la suite le capital social. Il faut donc des institutions pour faire cette sociabilité de liens cette fois-ci. Alors, le développement des animations et des événements en bibliothèque, l'enthousiasme autour du concept de troisième lieu ou de tiers-lieu, les réflexions sur l'accueil et la convivialité, tout cet ensemble sont clairement des réponses qui sont apportées à une autre donc crise de la sociabilité qui est celle de ce manque de lien. Mais cette réponse consiste à dire qu'on trouve à la bibliothèque des occasions, temps et espace, de rencontrer l'autre, de le découvrir, d'être découvert, de faire la démonstration de nos qualités et finalement d'être reconnu.
comme ayant des qualités. Ces actions, encore une fois, sont utiles et légitimes. D'accord ? On ne peut dénier, à mon sens, l'importance de la reconnaissance des individus. Et là encore, je suis ravie d'être partie prenante d'une institution qui a à cœur cette reconnaissance. Vous vous en doutez, il y a un mais. Car il me semble que s'en tenir là n'est pas suffisant. La reconnaissance posée ici est d'abord celle de l'individu face à un groupe social, et qui donc restera au groupe des usagers. Or, et ne serait-ce que pour commencer, ne serait-ce que ça, il me semble que c'est faire trop d'honneur à la bibliothèque que de croire que la reconnaissance acquise dans la bibliothèque décoince des problèmes de reconnaissance dans la société. La bibliothèque n'est pas un microcosme de la société, sauf peut-être à une condition, d'ailleurs, que la bibliothèque énonce clairement son rôle dans ce travail de reconnaissance, et qu'elle soit capable de mettre sur la place publique non seulement le résultat de ce travail de reconnaissance, Madame X et son histoire, Monsieur Y et son histoire, etc., mais qu'elle soit capable encore d'énoncer clairement le défaut de reconnaissance dont souffre notre société, et ce pourquoi ces récits individuels, qui vont alimenter le récit commun de nos existences partagées, ont, si vous voulez, une importance à être partagés. Et là, j'y vois, pour moi, un enjeu de prise de position dans l'espace médiatique, mais aussi une prise de risque. Pour ceux et celles qui en sont familiers ou que ça intéresse, je fais cette fois-ci référence au travail en philosophie d'Arendt et de Tassin autour de l'action publique. Et j'y vois également la fonction de partage des richesses de la bibliothèque remise au cœur de son action médiatique et publique. Alors pour conclure, je pense que nous aurions une bibliothèque qui atteint pleinement son rôle social à condition que d'abord, la bibliothèque porte attention aux différentes vulnérabilités de ses usagers et de ses non-usagers. Deuxièmement, que la bibliothèque assume sa responsabilité et prenne position sur les déficits de soins, si vous voulez, de notre société. Ce qui, au passage, signifie que loin d'être déconflictualisée, cette approche demande, bien au contraire, à ce que la bibliothèque entre de plein pied dans tous les conflits qui émaillent notre société. Je vous avais dit rôle politique. Troisième condition, c'est que la bibliothèque sache agir et utiliser ses compétences propres pour prendre soin des personnes et pour pouvoir aussi déterminer dans le temps les compétences nécessaires pour agir. Et enfin, dernier point, dernière condition, que la bibliothèque n'agisse pas en maître émancipateur, mais puisse s'appuyer sur un dialogue avec les personnes concernées pour appuyer leurs propres actions par celles de la bibliothèque. Et si vous voulez, construire avec eux une réponse de soins qui ne serait pas que descendante, mais qui est véritablement un accompagnement. En d'autres termes, penser la bibliothèque à travers l'éthique du care, il me semble que c'est se donner c'est se donner les moyens d'une approche des fractures qui ne soit pas que la description des dominations à l'œuvre, qui oblige l'institution à prendre position, qui demande un engagement dans les formes d'action et les compétences qui vont être mises en œuvre. Cet ensemble-là, en fait, qui sera en réponse. Et c'est peut-être comme ça, en glissant nous aussi du côté du soin, aujourd'hui en confinement, mais toujours en vérité, que nous pourrons trouver à réaliser véritablement notre rôle social. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose qu'on revienne sur tout ça pendant l'atelier à 15h30 cet après-midi. Et comme d'habitude, je remercie l'équipe des animateurs et des animatrices, l'équipe technique, l'équipe de la bibliothèque de l'ENSIB pour leur aide inestimable dans la tenue de ce séminaire. Je remercie également Marie Martel de l'Université de Montréal qui m'a proposé il y a 1 an et demi de travailler avec elle sur les notions de justice sociale et de care et de bibliothèque. Je n'ai pas du tout fini de réfléchir à l'usage de cette éthique et sa confrontation avec mes propres intérêts sociologiques et philosophiques, mais aussi avec mes réflexions sur les méthodes de développement de services de bibliothèque. Donc tout ça, c'est un travail en cours, mais ça commence à prendre forme. Et donc, merci Marie, merci à vous pour me donner l'occasion justement d'y réfléchir un peu plus. Et à tout à l'heure, tout simplement pour l'atelier. Voilà, au revoir.